Bonjour à toutes et à tous, et un grand merci aux compagnies et aux collègues de m'avoir offert l'opportunité de faire cette présentation inaugurale de cette journée de réflexion sur ces questions qui sont liées donc à la place de l'agriculture dans nos sociétés et dans notre économie et les questions que cela pose pour le futur. Donc je vais en fait essayer d'illustrer en prenant, vous me permettrez, un point de recul qui est un peu lié à ma fonction et à l'établissement de recherche que je dirige, donc le CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, qui est donc un organisme de recherche qui travaille dans le champ de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement, avec le même mandat scientifique d'ailleurs que l'INRA, mais qui a comme particularité aussi de travailler en coopération avec les pays du Sud en développement et pour les aider à développer l'agriculture des pays du Sud. Et donc, je vais essayer de vous fournir quelques éléments et quelques données, disons, en prenant un peu de hauteur et en regardant ce que sont un peu la diversité des agricultures du monde, avant que de revenir peut-être à nos préoccupations plus françaises et plus métropolitaines. Et donc, mon propos va tourner autour de ces 4 questions que je vais essayer d'illustrer plus ou moins rapidement. Si je prends un peu trop de temps, merci de me faire des signaux et de m'interrompre, parce que c'est des sujets qui peuvent passionner et puis mobiliser. Alors, c'est vrai qu'en parlant d'agriculture, on parle d'abord fondamentalement, et vous l'avez dit en introduction, de la deuxième grande révolution technologique que l'humanité a connue. Après l'invention du feu, l'agriculture est arrivée au néolithique pour permettre à l'humanité de se nourrir et d'arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, là où nous en sommes dans nos sociétés, en ayant effectivement parvenu à nourrir les populations dans des conditions qui ont quand même substantiellement changé. Donc mon propos portera sur les transformations des agricultures du monde, donc essayer par quelques données, quelques chiffres, quelques images, quelques photos, de caractériser cette diversité des agricultures, parce que c'est la première idée fondamentalement que je voudrais défendre auprès de vous. Ensuite, de montrer que devant cette diversité des agricultures, il y a plusieurs voies de transformation de ces agricultures, et il faut penser aussi la diversité des transformations. La place et le rôle que la recherche doit tenir dans ces transformations, et je crois que cette place est importante, évidemment, en tant que dirigeant d'un organisme de recherche. Et enfin, quelques mots sur le potentiel de recherche de la région, en me centrant sur l'INRA et sur le CIRAD. Donc, voilà, la première question, c'est cela. Donc, l'agriculture, vous le voyez sur la carte, c'est une grande diversité de contextes et de situations. C'est 40% des terres émergées. 40% des terres émergées qui sont dédiées à l'agriculture, avec plus d'1,5 million d'hectares qui sont cultivés, 3,5 millions d'hectares qui sont dédiés au pâturage, 1,5 million d'hectares au pâturage dit amélioré, et enfin 300 millions d'hectares de forêts plantées. J'y insiste juste un instant sur la forêt plantée, parce que pour le coup, quand vous faites la somme de tout ça, vous avez après, en face de ça, la forêt qui n'est pas plantée, la forêt naturelle, qui reste des massifs importants et qui représente à peu près la même surface. Donc 40% des terres émergées, 600 millions d'exploitations agricoles à travers le monde, 600 millions, soit plus d'1,5 milliard d'actifs et de ménages qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et qui représentent aussi 40% des actifs du monde. L'agriculture reste la première activité mondiale à l'échelle de la planète. Enfin, évidemment, une incroyable diversité de milieux et de situations agricoles, et qui sont le produit et le fruit d'un travail que, depuis le néolithique, 5000 générations de paysans ont façonné. Et donc là, si vous me permettez, rapidement, quelques images pour caractériser sur un mode un peu ludique cette diversité, mais vous avez là évidemment un système de culture oasien qui a ses singularités, ses particularités. Vous avez là un système d'agroforesterie, de culture du café en zone forestière tropicale, et donc là on est passé à toute autre chose. Vous avez là une agriculture de petites paysanneries avec un village à Madagascar, dans les Hauts de Madagascar. Vous avez là un paysage typiquement français qu'on a évoqué tout à l'heure, la Champagne, avec ses champs et spécialisations entre la vigne et puis les cultures de céréales. Là, je pense que c'est même du colza probablement. Et puis, au milieu de tout cela, cet arbre qui vient marquer la frontière ou peut-être l'horizon du paysage. Vous avez là des paysages agricoles montagneux en Colombie, avec des implantations, vous le voyez, et une culture, effectivement, qui est sur les lignes de niveau. De la sylviculture au Brésil, culture d'eucalyptus au milieu de la forêt, et donc vous voyez combien on peut planter des arbres comme on plante d'autres variétés, d'autres plantes annuelles. Ici, le dessin d'une agriculture probablement dans la zone en Argentine, donc qui vient à la fois comme un tableau de Magritte, façonner une image du paysage. Là, la culture sur pivot dans une zone désertique aux États-Unis, comme on en trouve aussi dans les États du Golfe et en Arabie Saoudite.
Là, ici, pour le coup, aux Canaries, une culture de bananes sur les flancs des volcans, et vous voyez un système d'agriculture que je vais qualifier de totalement artificialisé, au sens où le milieu a été profondément transformé pour permettre cette culture. Et enfin, là où peut-être on a le symbole le plus fort de ce que c'est que le travail des paysans et des agriculteurs, cette riziculture en terrasse qui vient de l'île de Java en Indonésie. Alors, évidemment, ces agricultures et cette diversité, c'est le fruit du travail des agriculteurs, et aujourd'hui on est dans une situation où ce travail, cette organisation du travail et de la productivité, elle connaît des écarts substantiels entre un modèle qu'on va qualifier de très industriel, et vous avez en haut à gauche la récolte de soja dans le Mato Grosso au Brésil, avec 50 moissonneuses-batteuses et puis le ramassage derrière des grains en direct. Et dans l'image plus bas à droite, vous avez ce qui reste l'essentiel de l'activité des paysans du monde, c'est-à-dire le travail manuel des champs agricoles. Et entre les deux, vous avez la diversité des agricultures. Et donc, je voulais juste rappeler ici que l'année 2014 a été, à la demande des organisations onusiennes, l'année internationale des agricultures familiales, à laquelle, sous l'égide du ministère de l'Agriculture en France, nous avons, le CIRAD et l'INRA, largement contribué et travaillé pour essayer d'illustrer ce type d'agriculture qui reste, on va le voir, qui reste quand même centralement l'agriculture des pays du monde. Vous voyez là la répartition de la population active agricole, ces fameux 600 millions d'actifs, c'est 1,5 milliard de personnes à travers les continents. Donc c'est 1,5 milliard d'actifs, 1,4 milliard. Vous voyez qu'ils sont essentiellement asiatiques. Vous avez quasiment 40% des agriculteurs qui sont chinois, 20% qui sont indiens, et le reste de l'Asie fait encore 20%. Donc vous avez un peu 78% des agriculteurs du monde qui sont des agriculteurs asiatiques. Et l'Asie est le grand continent agricole. Et puis le reste du monde, l'Afrique et puis les autres continents, et nous en particulier, l'Europe, avec 12 millions d'agriculteurs, nous représentons 1% des actifs du monde agricole. 1%. Alors 1% en actifs, en production c'est autre chose. Alors pour le coup, si on examine au-delà du nombre, ce que sont la répartition des exploitations agricoles et comment elles se font, et pour montrer effectivement encore une fois ce gradient de diversité. Ce schéma un peu compliqué a le mérite, si vous le voyez en abscisse, donc à la fois la consolidation mondiale à gauche totale, et puis par grandes zones, la Chine, l'Inde, les autres pays asiatiques, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et puis l'Amérique du Sud et enfin l'Océanie. Et vous avez là en ordonnée la taille des exploitations. Et donc vous voyez qu'on peut les classer par les exploitations qui ont moins d'1 hectare, les exploitations qui vont jusqu'à 5 hectares, les exploitations qui vont jusqu'à 100 hectares et les exploitations qui font plus de 100 hectares en surface. 100 hectares en surface, pour nous, c'est quelque chose qui est relativement commun et habituel. Et bien, vous voyez sur ce schéma-là que pour le coup, à l'échelle globale, mondiale, si on regarde les choses, les exploitations de moins d'1 hectare représentent plus de 70% des exploitations mondiales. Les exploitations qui vont au-delà de 5 hectares, que sont aujourd'hui 5 hectares pour un agriculteur chez nous, pour vivre et arriver à travailler, ça représente 85% des exploitations mondiales. Et si vous regardez le gradient géographique, vous voyez qu'en Chine, l'immense majorité des exploitations sont des exploitations de petite taille, donc familiales, pour le coup, et que plus on va vers l'Océanie, alors c'est vrai que l'Océanie est pour le coup sous ce vocable, vous avez essentiellement l'agriculture australienne. Il faut se dire les choses comme elles sont, c'est pas le Vanuatu, ni la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui est là à représenter, c'est l'agriculture australienne, avec effectivement des zones dans lesquelles on a de très grandes exploitations supérieures à 100 hectares, comme on les a en Amérique du Sud, et on a cette image des grandes exploitations agricoles des cerrados brésiliens, qui sont des fermes qui peuvent avoir entre 40 000 et 50 000 hectares cultivés. Et donc on est là dans un gradient de taille qui est effectivement considérable. Donc vous voyez, cette réalité du monde, c'est d'abord cela. C'est à 85% moins de 5 hectares les exploitations familiales. Alors quand on regarde maintenant l'intensification ou la productivité de ces systèmes agricoles, là on les a classés pour le coup en tonnes produites par actif et par an, qui est un indicateur qui est assez robuste et pour le coup qui permet de caractériser l'ensemble. Vous voyez que ce qui représente la traction motorisée et le modèle agricole de révolution verte, et qui fait en gros 1000 tonnes par actif et par an, représente 30 millions d'actifs. C'est 2% des actifs. Ces 2% d'actifs à 1000 tonnes produisent à peu près 25% de la production globale de biens agricoles à l'échelle mondiale. Et tous les autres, jusqu'à effectivement les manuels qui sont à 1 tonne par actif, donc
un rapport de 1 à 1000 en intensité et en productivité du travail, donc une diversité extrême, eh bien cela représente pour le coup 450 millions d'actifs. 450 millions d'actifs. Et la proportion, vous le voyez, est effectivement à 98% dans un rapport de 1 sur 1000, donc essentiellement de l'agriculture familiale de petite taille, avec une productivité du travail qui reste effectivement très faible. Alors, pour illustrer cette diversité des productivités des systèmes et un peu mieux comprendre de quoi parle-t-on, ce schéma est un peu compliqué, je vais m'y arrêter un peu un instant, mais il est porteur d'informations intéressantes. Donc, c'est un schéma qui décrit les trajectoires de productivité des différents systèmes agricoles par grande région. Vous avez en bleu tout en bas l'Union soviétique, vous avez la courbe noire qui est la plus longue, qui représente les pays de l'OCDE, et puis vous avez complètement là sur votre gauche, complètement verticale, l'Asie, vous avez un peu plus à gauche, un peu plus à droite, l'Amérique latine, et puis les pays du Maghreb, et enfin vous avez en bleu ce qui est la statistique, qui est globalement la statistique consolidée mondiale. Mais vous voyez que cette statistique consolidée mondiale, elle décrit une très grande diversité de situations, pour le coup, dans la consolidation. Alors, c'est là que le poids du nombre joue évidemment sur les effets, et ça renvoie aux chiffres que je présentais précédemment. Ces courbes sont tracées sur une durée de 40 ans. Donc, elles sont intéressantes, c'est une projection temporelle. On s'inscrit dans une dynamique de 40 ans entre les années 60 et les années 2000. Les années 60 et les années 2000, c'est pour le coup, pour chez nous, dans nos régions à nous, c'est le plein moment des 30 glorieuses et de la révolution industrielle où on voit les campagnes françaises se vider à grande vitesse pour venir peupler les usines qui se sont construites en périphérie des villes et qui transforment les agriculteurs en ouvriers. Et la courbe noire que vous voyez des pays de l'OCDE, avec son étalage sur le temps, montre... Alors vous avez en abscisse, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les surfaces cultivées par actif. Donc la capacité qu'a un actif de l'agriculture de cultiver ces parcelles, et en ordonnée, vous avez la quantité de biens produites. Alors, vous voyez qu'en gros, on a multiplié par un peu plus de 2 la quantité de produits agricoles produits en 40 ans dans les pays de l'OCDE, on l'a multiplié par 3 en Asie. Et au niveau mondial, on l'a multiplié à peu près de 2,5. Donc, en termes de quantité produite, dans la diversité des systèmes que je décris, l'effet de productivité globale et l'effet de production globale n'est pas substantiellement différent. Mais par contre, les voies et les moyens pour y parvenir, cette courbe les décrit et illustre cela assez bien. Parce que vous voyez que, dans le même temps, quand dans les pays de l'OCDE, on multipliait par plus de 2 la production, la capacité d'un actif à cultiver est passée, elle, de 6 hectares à plus de 19 hectares. Elle a été multipliée par 3. Et donc c'est l'effet, on voit là directement, l'effet de la mécanisation et l'effet de la dépopulation de l'agriculture pour aller directement vers l'industrie. Et donc l'effet de productivité lié à cette transformation, ce basculement du secteur primaire vers le secteur secondaire qui est, dans le modèle économique de Solow, le modèle canonique du progrès et du développement. Ce modèle-là n'a pas du tout joué en Asie. C'est pas celui qui a fonctionné. Vous le voyez, pour le coup, en Asie, on a multiplié par 3 la production, mais sans que la surface cultivée par individu n'ait en 40 ans bougé. Ce qui veut dire que l'augmentation probablement des populations dans cette région du monde et l'intensité de la population et de la place de l'agriculture a fait que le travail des paysans dans des systèmes qui sont restés plus traditionnels est arrivé à multiplier par 3 l'agriculture, mais sans avoir d'extension de productivité par les surfaces. Et donc, cela, encore une fois, illustre cette grande diversité de situations que nous devons comprendre et analyser pour arriver à trouver les solutions de demain utiles pour développer ces agricultures. Et je pense qu'il faut que déjà, on entre dans nos têtes qu'il n'y a pas une agriculture, qu'il y a des agricultures, et que c'est de toutes ces agricultures dont il faut se préoccuper, simplement en ayant le souci de ne pas simplement regarder par sa fenêtre et d'en voir un type et de ne penser que tout le reste lui ressemble. Alors, là encore une fois, sur la production, et pour le coup, pour illustrer la place que tiennent ces différentes agricultures, d'autres données, vous voyez là, cette courbe qui dit en abscisse la productivité moyenne, et donc l'efficacité d'une certaine manière, qui juge de l'efficacité technique des agricultures, et en ordonnée leur contribution à la production globale mondiale de biens. Et on voit, complètement sur la droite, on a évidemment Oman et le Koweït, qui se caractérisent par des agricultures bien connues, avec un taux d'efficacité de productivité extrême. C'est du jardinage technique, on va dire. Est-ce que c'est vraiment de l'agriculture? On ne sait pas. Mais vous avez plus au milieu de la courbe, et qui est intéressante, vous avez l'Europe de l'Ouest et les USA qui représentent, on va dire, un modèle technique révolution verte de l'agriculture, encore dans ces périodes-là. Et on voit qu'avec une productivité moyenne aux alentours de 6 hectares, on produit en gros, au total, à peu près 20-25% de la production. Si vous prenez la somme, ça fait 25% de la production globale
de biens et de biens agricoles qui est produite par ces quelques grands pays, le modèle de révolution verte. Et puis après, on monte, et on arrive à l'Afrique subsaharienne, là où, pour le coup, la productivité moyenne est extrêmement faible, et où la quantité produite d'alimentation pour nourrir les populations locales est forte. Enfin, un dernier élément un peu économique pour illustrer aussi ces problèmes alors pour le coup de durabilité, ici de soutenabilité économique, c'est une statistique qui vient des États-Unis et qui caractérise le revenu agricole des agriculteurs américains. Donc ceux-là, ils ne sont pas plutôt du côté de la petite agriculture africaine. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est en gros, c'est dans la chaîne de valeur, le partage de la valeur ajoutée entre les différents acteurs. Entre effectivement ceux qui font le marketing, ceux qui cultivent, et puis tous les intrants nécessaires et les firmes qui vendent des intrants. Et vous voyez que dans les années 1910, 40% de la valeur ajoutée revenait à l'agriculteur, et que dans les années 2000, 10% du revenu, de la valeur ajoutée revient aux agriculteurs. En un siècle, ça a été divisé par 4. Et donc en termes de revenus économiques et de soutenabilité économique, ça interroge et ça interpelle. Alors, donc, aujourd'hui, quand on regarde ces agricultures dans leur diversité, je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bon, au-delà du défi de sécurité alimentaire, qui est celui de nourrir les populations du monde, dans une situation où on le sait aujourd'hui, 7,5 milliards d'habitants, les projections des scénarios moyens de l'ONU sont maintenant à 10 milliards et demi, et les scénarios hauts sont à 11 milliards. L'humanité n'est pas encore globalement rentrée dans la transition démographique. Chaque année, les scénarios produits par les agences de l'ONU montrent que la population mondiale continue à croître. Et nous n'arrivons pas globalement à la transition. Mais les agricultures, elles, vont avoir au nord et au sud un rôle qui va substantiellement changer au regard des contextes et des situations que nous rencontrons. Elles doivent être d'abord non seulement producteurs de biens primaires pour nourrir les populations, mais elles doivent être fournisseuses de services environnementaux, et tout le monde le voit bien dans un pays comme le nôtre, l'importance que tient l'agriculture dans cette démarche de conservation, élaboration et développement des milieux naturels et des milieux cultivés. Elle doit être le moteur de la bioéconomie. On a besoin des ressources produites par l'agriculture pour venir alimenter nos industries et nos industries de transformation, et en particulier pour entrer dans une logique de décarbonation. On sait bien que le carbone fossile, dans les 30 ans qui viennent, j'allais pas dire que c'est notre ennemi, pour ne pas paraphraser un président de la République parlant de la finance, mais c'est quand même le problème majeur que nous allons avoir si nous voulons nous adapter au changement climatique. Il faut décarboner. Et dans cette décarbonation, par rapport au carbone fossile, évidemment l'agriculture joue un rôle important. Il faut atténuer et s'adapter au changement climatique, et ça c'est un effet qu'on va connaître partout dans le monde, à des degrés divers, et on sait que ce premier effet du changement climatique, c'est de rendre plus violents les épisodes climatiques. Là où il fait déjà chaud, il fera encore plus chaud. Là où il fait froid, il risque de faire un peu plus froid. Là où il pleut beaucoup, il va pleuvoir encore plus. Et là où c'est sec, ça va vraiment être très sec. Et donc, cette amplitude des phénomènes climatiques, on commence à avoir, a évidemment un impact sur les activités humaines et sur les activités agricoles. Et il faut préparer nos sociétés à tout cela pour continuer à produire plus et pour respecter l'environnement, tout en ayant un rôle important dans la structuration des territoires ruraux et des liens à l'urbain. En particulier dans nos pays, on voit bien que l'usage du territoire est un peu différent de celui qu'on peut connaître, par exemple, dans les forêts sèches du Sahel. Alors, un mot sur les transformations et les voies possibles de transformation de l'agriculture en faisant un rapide survol de ce que nous avons connu. Et là, pour le coup, sur un mode un peu ludique, j'ai sur le XXe siècle trouvé quelques publicités de l'époque indiquant quelles étaient les préconisations pour que l'agriculture en France, chez nous, puisse se développer. Donc, au début du siècle, vous voyez le sulfate d'ammoniac, et on voit qu'avec du sulfate d'ammoniac, les dames ont tendance à s'engraisser, tandis que les messieurs sont dans l'abondance. Mais il faut du sulfate d'ammoniac pour faire de l'agriculture. L'artificialisation et la chimisation de l'agriculture avec le développement technique se poursuit, et vous voyez là les publicités de Saint-Gobain sur l'acide sulfurique agricole et comment, y compris, on vend la chose aux petits-enfants. On a une modernisation qui se fait sur les techniques de défense des cultures, et là vous avez dans la partie haute des images qui décrivent une défense des cultures essentiellement manuelle, faite à la main par les paysans et les agriculteurs, et avec le temps et avec la mécanisation, on passe à des techniques beaucoup plus industrielles, et l'épandage du DTT en est un exemple magnifique. J'ai trouvé cette photo qui n'est pas pour le coup du monde agricole, mais vous voyez cette piscine dans laquelle des enfants sont en train de se baigner dans les années 50. Et bien dans les années 50, on pulvérise du DTT sur les enfants pour les protéger effectivement des tiques. Qui ferait ça aujourd'hui ? Voilà. Et bien, donc c'est une conception, c'est un état des connaissances du monde et de l'usage des techniques qu'on peut avoir. Aujourd'hui ça a changé, ça nous fait un peu rire et sourire, mais à l'époque c'était comme ça, et c'était le progrès, c'était ce qu'il fallait faire. C'est aussi, pour le coup, une place de plus en plus importante de la mécanisation dans l'agriculture, et évidemment,
On va en parler quand on va parler des agricultures du futur, de la mécanisation, de la gestion des données et des drones. Mais vous voyez là évidemment des images qui décrivent le travail classique de la terre, manuel ou à traction animale dans les agricultures françaises de la fin du 19e et du début du 20e. Et puis là, vous avez des images qui vous décrivent ce que c'est qu'aujourd'hui, des tracteurs de 150 chevaux, des techniques gérées par GPS, des cultures quasi automatiques, des données, enfin, une technicité de la production qui est effectivement considérable et qui, je l'explique, revient sur le schéma de tout à l'heure, comment on multiplie par 3 les surfaces cultivées par un seul actif, vous avez là la réponse en partie. Enfin, un phénomène qui marque aussi cette première partie et cette agriculture du XXe siècle, c'est la spécialisation et l'uniformisation des agricultures. Au départ, au XIXe encore, on est dans des systèmes plus complexes dans lesquels, en particulier, la polyculture et puis l'intégration agriculture-élevage tiennent une grande place, parce qu'on est dans des logiques j'allais dire, d'autosubsistance pour une grande partie et une petite partie de commercialisation. Mais on est dans des systèmes qui sont polyvalents. Et évidemment, avec la révolution verte et ce qu'on a connu, on passe à des systèmes qui sont ultra spécialisés. Une monoculture sur des grandes surfaces, mécanisées, et qu'on cultive tout cela. Et les images que je vous ai présentées tout à l'heure le montrent à l'évidence, et pour le coup, la caractéristique, c'est la grande séparation entre l'élevage et l'agriculture. Question qu'on se pose aujourd'hui d'ailleurs, pour voir comment on peut à nouveau approcher les démarches intégrées de ces deux activités, parce qu'elles apportent beaucoup de choses, en particulier en termes de services écosystémiques et de lutte contre le changement climatique. Donc, les voies de transformation de ces agricultures dans cette perspective historique, pour demain, ce qu'il faut penser et ce qu'il faut imaginer, c'est de toute façon des trajectoires de progrès qui doivent traiter de 3 questions essentielles, me semble-t-il, et sur qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, il faut redéfinir la performance agricole. On voit bien, dès lors qu'on n'est plus simplement dans la productivité de la production, mais qu'on est dans le service écosystémique, qu'on est dans l'impact sur l'environnement, qu'on est sur des atténuations du changement climatique, qu'on est sur des questions sociales avec le maintien du revenu et la préservation de l'emploi en milieu rural, en particulier dans le continent africain, il faut redéfinir cette performance agricole. Sinon, on voit bien qu'on ne va pas changer de modèle alors qu'il faut changer de modèle. Il faut inventer des voies d'intensification qui mettent en œuvre des services écosystémiques de la biodiversité. Il faut repenser nos modèles agricoles en se servant effectivement de ce que la nature et la biodiversité nous donnent et nous met en place. Et il faut le repenser parce que effectivement l'impact environnemental, on le sait du modèle précédent, qu'il est aujourd'hui facile de dénigrer comme je le fais, mais dont on sait quand même, et je tiens quand même à le dire ici, parce que nos grands anciens, et certains sont dans la salle, y ont travaillé activement, et on leur doit un grand merci, a permis d'encaisser quand même le choc démographique qui, entre les années, la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin du XXe siècle, a multiplié la population sur Terre d'un facteur 3. Et nous avons, grâce à cette agriculture, multiplié par 70% en moyenne des rendements, et nous avons nourri tout le monde. Bon, nous les avons nourris dans des conditions qu'aujourd'hui on comprend et qu'on analyse au regard de la science et de nos connaissances de manière différente, mais ça n'est pas pour dénigrer ce qui a été fait, c'est simplement pour dire qu'il faut changer ces choses-là, parce qu'aujourd'hui on comprend et on analyse différemment les situations et les contextes. Enfin, il faut et notre collègue du ministère de l'Agriculture, que je salue, l'a dit, il faut des politiques publiques favorables aux agricultures familiales et à l'emploi en milieu rural. Je le dis tout particulièrement, pas tant pour la France, mais même si c'est des questions qui se posent aussi chez nous, mais fondamentalement pour les grands continents asiatiques et africains, dans lesquels, si vous prenez l'exemple de l'Afrique, 350 millions d'habitants à la fin des années 60, aujourd'hui 1,2 milliard, donc déjà en 40-50 ans, la population d'Afrique a été multipliée par 4, et les projections démographiques montrent qu'aujourd'hui, dans 30 ans, elle va encore être multipliée par 2. Nous aurons à minima 2,5 milliards d'Africains sur le continent africain. Donc en un siècle, la population d'Afrique aura été multipliée par 10. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et cet facteur 10 dans la population appelle évidemment, pour des problèmes d'équilibre, de stabilité, de sécurité alimentaire, appelle la nécessité que ces Africains qui sont, pour certains d'entre eux déjà là, et pour d'autres qui vont venir de manière certaine, appelle la nécessité d'inventer un modèle de développement agricole qui permette de produire de l'emploi en milieu rural pour les stabiliser là où ils sont, en leur permettant de gagner leur vie, ne serait-ce que passer de notre intérêt bien compris d'éviter qu'ils imaginent trouver chez nous ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et les phénomènes migratoires dont on voit aujourd'hui un impact de plus en plus évident ne sont que, si les choses tournent mal, ne sont qu'une mise en bouche au regard de ce qui va arriver. Alors,
une approche radicalement nouvelle de la performance. C'était le premier élément que je voulais souligner. Juste quelques diagrammes pour illustrer ce que les scientifiques veulent dire à travers ça. Vous avez donc, à travers l'examen de ce que sont les 7 fonctions possibles d'un système et d'un écosystème, vous avez là un écosystème naturel. Et vous le voyez, dans un écosystème naturel, les 6 points du diagramme sont au maximal, et évidemment la seule partie qui est au plus bas, c'est la récolte. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le système de l'exploitation du cueilleur, mais la récolte et l'exploitation n'est pas au cœur du dispositif technique tel qu'il est fait. Et donc là, vous avez la figure, alors c'est une figure un peu simplifiée de ce que c'est qu'un système naturel. Là, vous avez pour le coup un système de culture céréalière intensive. Et alors là, vous maximisez la fonction récolte. Et donc vous voyez bien qu'entre les deux, il y a un écart sensible, et il y a une distinction forte. Et il est probable que ce qu'il nous faut inventer, c'est des systèmes de culture aujourd'hui à l'échelle non seulement des exploitations, mais des paysages et des territoires, des systèmes qui arrivent à optimiser l'ensemble des fonctions, l'ensemble de la totalité. Pas d'un côté la récolte en sous-estimant les autres, ou simplement les autres en ne faisant pas de la récolte, mais en développant l'ensemble dans une logique effectivement de service écosystémique et de performance, de multiperformance, de critères de multiperformance. Alors pour le coup, ce qu'aujourd'hui les scientifiques, mais pas simplement les scientifiques, le ministre de l'Agriculture est le premier militant que nous ayons dans le pays sur ces questions de nouvelle agriculture, et vous le savez, la loi d'avenir sur l'agriculture a promu l'agroécologie, et le ministre Le Foll est un de ceux qui porte au niveau national et au niveau international, avec beaucoup d'ardeur, de conviction et de force, cette vision de la réforme et de la nouvelle agriculture à promouvoir. Donc il faut inventer des voies d'intensification qui mettent en œuvre les services écosystémiques et la biodiversité. Ça, c'est l'impératif auquel il faut parvenir. Et là, donc là, sur un modèle un peu simplifié, vous avez, là pour le coup, je vais le projeter en totalité, vous avez ce qu'on pourrait appeler l'agriculture intensive conventionnelle, le modèle de la révolution verte, pour aller très vite. Vous voyez qu'on met beaucoup d'intrants, on produit beaucoup de biomasse, hein, on a de la culture, on a beaucoup d'externalités négatives, la critique d'aujourd'hui, pollution et questions de dégradation de l'environnement. On a un faible usage des ressources naturelles, on a beaucoup spécialisé les systèmes, on les a technicisés, et puis on a quelques externalités positives. Ce modèle-là est arrivé, je le crois, globalement à ses limites. Et si on veut changer de paradigme, et si on veut changer de système, et si on veut aller vers des systèmes plus intensifs et plus écologiques, il faut alors pour le coup aller dans une représentation qui est plutôt de cette nature-là, où vous voyez que on utilise au maximum les fonctionnalités naturelles du milieu et des plantes, on limite l'utilisation des intrants chimiques, alors on les limite, hein, on les évacue pas complètement parce que pour le coup ça reste une solution qu'il faut utiliser quand il n'y a pas d'autres solutions, mais quand il y en a d'autres, il faut essayer d'en trouver d'autres. On a beaucoup d'externalités positives à travers les services que rend ce type d'agriculture. On produit, parce que ça c'est une nécessité, quel que soit le système, il faut continuer à intensifier parce qu'il faut continuer à produire. Et il faut produire plus. La population va augmenter. Il faut augmenter la production agricole. Mais il faut produire plus dans des conditions qui sont radicalement différentes. Et puis, on essaye de minimiser les externalités négatives. Donc, ce schéma heuristique simpliste dit évidemment ce que sont les 2 points et ce vers quoi on essaye d'aller. Et l'agroécologie, pour dire rapidement les choses, et on pourrait rentrer plus dans le détail plus tard dans les présentations, elle est cette vision pour aller vers ce type d'agriculture. Et si on essaye un peu de problématiser les choses et de les décrire un peu dans le temps, et je me sers d'une représentation que Michel Griffon, Michel Denussé, le directeur général du CIRAD, le connaît bien, qui était notre directeur scientifique en promouvant la révolution doublement verte, a problématisé, décrit ainsi. Voilà. Vous avez là, alors, vous avez en ordonnée la complexification des systèmes. Donc, plus vous êtes vers le bas, vous êtes dans des systèmes simplifiés, vous êtes dans des systèmes de culture. Quand vous montez vers le haut, vous êtes dans des systèmes plus complexes, des associations de culture, des systèmes de culture un peu plus développés. Et puis, vous avez sur les abscisses, entre les dynamiques naturelles et puis ce qu'il a appelé les dynamiques pilotées, qui sont en gros l'activité humaine. Donc, dans la première révolution verte, celle qu'on a connue, encore une fois, on peut la décrire de manière simpliste comme cela. On est parti des écosystèmes naturels, on les a un peu spécialisés et un peu artificialisés par le travail, et on est arrivé à des systèmes traditionnels sans input, qui est la grande majorité des agricultures du monde, encore une fois, de type familial. Et puis dans les zones où on a fait la révolution verte, alors pour le coup, on a intensifié, et on a de l'intensification, et on se retrouve dans la partie basse droite du diagramme.
ce qu'il faut imaginer, c'est des nouvelles trajectoires et des nouvelles voies pour faire que de ces systèmes intensifs conventionnels, puisque ceux-là, ils sont en situation d'impact environnemental majeur, il faut trouver des voies et des moyens de passer de ces systèmes-là à l'agroécologie, système écologiquement intensif, dans lequel on voit bien, on complexifie les systèmes de culture, il faut remonter en complexité culturelle, tout en maintenant un input en termes de travail et d'activité humaine très très important. Et donc pour le coup, ces voies peuvent être différentes. On peut passer des systèmes traditionnels sans input à l'agroécologie, et quand aujourd'hui vous vous baladez dans certains pays du Sud dans lesquels il m'arrive d'aller sur le terrain et rencontrer des agriculteurs, vous voyez bien que ces agriculteurs, petite agriculture familiale, ils n'ont pas la nécessité de cesser d'utiliser des intrants et des produits chimiques. Ils n'en ont jamais utilisé, ils n'ont jamais eu les moyens de se les acheter. Et donc pour le coup, ils sont aujourd'hui dans une sorte de posture irénique, sympathique. Ils sont des agroécologues avant l'heure, par nécessité néanmoins, hein, et pas par choix. Mais ils sont des agroécologues avant l'heure. Et pour eux aussi, voir comment on peut les aider à intensifier leur système, parce qu'il faut intensifier, c'est finalement une nécessité. Et puis, il y a les systèmes intensifs conventionnels pour lesquels nous y travaillons activement, et l'INRA et le CIRAD, trouver des voies et des moyens pour ces types de systèmes, de passer de l'intensif conventionnel à l'agroécologie. Et pour le coup, alors, ce schéma veut simplement aussi dire, alors c'est des petits cercles, on ne voit pas très bien, c'est qu'en vérité, c'est qu'il n'y a pas un système, et il y a plusieurs types de systèmes, et que chaque système est en soi singulier. Vous le savez, l'agronomie et l'agriculture, l'agronomie c'est la science des localités, et l'agriculture c'est la science, c'est la pratique des milieux. Et les milieux sont divers, je l'ai dit au début de ma présentation, et donc dans ce schéma simpliste, on voit effectivement une typologie en 3-4 ensembles, mais évidemment chacun est singulier et distinct, et c'est la diversité de ces voies qu'il faut arriver à exploiter et à développer. Alors, comment optimiser l'agro-biodiversité végétale? C'est d'abord complexifier les systèmes de culture. Et là, bon, je vous ai remis quelques images simples où on voit ce que c'est la spécialisation. La spécialisation agricole, c'est la monoculture sur un grand territoire. Et puis vous avez en dessous des exemples de ce que c'est déjà aujourd'hui des systèmes de culture qui associent plusieurs cultures. À gauche en bas, vous avez une culture de céréales pas loin de Montpellier, sous couvert végétal. Et ça permet effectivement à la fois de maximiser les rendements en céréales et d'avoir un retour d'effet système sur le milieu. Nos amis de l'INRA l'ont étudié avec beaucoup d'intérêt, et c'est des systèmes qu'il faut effectivement valoriser. Vous avez ensuite des cultures du caféier sous couvert tropical, et vous trouvez cette diversification des systèmes de culture à peu près dans toutes les configurations et dans tous les milieux. Je me suis permis de vouloir, venant du CIRAD, vous citer l'exemple d'une complexification et d'une transition agroécologique ou écologique de l'agriculture, résultant des travaux qu'on a conduits avec le CIRAD et ses partenaires brésiliens dans le Mato Grosso il y a maintenant une quarantaine d'années. C'est le cas du semi-direct. Et Lucien Segui, que certains dans la salle connaissent bien, a été le protagoniste du développement de cette agriculture de conservation. Alors, qui est une agriculture de semi-direct. Donc, c'est-à-dire, c'est une agriculture où on ne laboure pas. On ne laboure pas. Pourquoi est-ce qu'on ne laboure pas? Parce que dans le système classique précédent, avec discage et monoculture de soja, vous voyez qu'on a un travail. D'abord, on a une saison culturale qui est sur 6 mois d'année, et pendant 6 mois, les autres 6 mois, le sol est dégagé. Dans ces régions, dans ces 6 mois où il n'y a plus de plantes sur le milieu, il pleut beaucoup, et l'érosion est terrible. Le sol est emporté, et en quelques années, vous perdez complètement votre couvert pédologique, et vous ne pouvez plus rien cultiver, même plus de soja. Et donc le problème de la conservation des milieux et des sols était essentiel. Et donc pour arriver à ce résultat-là, eh bien, nos agronomes, avec nos collègues brésiliens, ont mis et inventé des systèmes de semi-direct en association de cultures, avec effectivement plusieurs plantes qui sont cultivées, et qui sont aussi en semi-direct, donc on ne travaille pas le sol pour éviter l'érosion. On a un couvert végétal permanent toute l'année qui permet de conserver et d'améliorer la qualité biologique des sols, et puis on a des plantes diverses qui pompent l'eau dans le sol plus ou moins profondément pour venir alimenter le système. Et avec ça, vous avez une activité agricole qui dure sur toute l'année, et les sols ne sont jamais dégagés et sont toujours couverts. Plus d'érosion. Et donc vous conservez la ressource principale de l'agriculture qui est le sol. Et donc ces systèmes-là, on les a développés au Brésil. Et aujourd'hui, ces systèmes de semi-direct, c'est 4 millions d'hectares qui sont cultivés comme ça dans les cerrados. C'est pas rien, hein, c'est pas quelques petites exploitations. Et pour le coup, ce sont, par rapport au modèle tout à l'heure de petites ou grandes exploitations, ce sont de très grandes exploitations qui sont passées à ce système-là. C'est sur des dizaines de milliers d'hectares que cela peut se faire. Bon, là, c'est un système à base de soja, voilà, qui est là et qui associe du soja, du mil, et puis d'autres plantes, et qui montre comment on arrive à utiliser toutes les fonctionnalités, à travers les plantes et le milieu, toutes les fonctionnalités biologiques du milieu, pour
favoriser son maintien et son développement. Alors, l'autre pratique qui est au-delà des systèmes de culture complexes et des associations, c'est l'agroforesterie. Et donc l'agroforesterie permet pour le coup d'allier à la fois les arbres et l'activité agricole. Et donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a quelques exemples avec des associations de culture arbres et céréales, jusqu'au peuplement complexe agroforestier avec des cafés sous couvert végétal. Là, vous avez effectivement des fruitiers avec, je crois, c'est-à-dire de la culture de salade, donc vous avez tout cela. Et donc, tout ceci. Là, l'exemple d'un système agroforestier qui montre que c'est une étude faite par un collègue de l'INRA, ici dans la région, donc notre collègue du Praz, qui montre que pour le coup, avec 100 hectares cultivés en agroforesterie, correspond en fait à 160 hectares cultivés en système conventionnel. Donc vous voyez, il y a un gain déjà dans ce système, dans des milieux comme les nôtres, qui sont substantiels et importants. Alors, les nouvelles façons de maîtriser la biodiversité. Donc je vais peut-être aller rapidement parce que là, pour le coup, c'est en gros comment on passe de la lutte chimique à la lutte biologique. Et aujourd'hui, comment on utilise tous les éléments des milieux et tous les amis des cultures, on va les appeler comme ça, pour nous aider à préserver les agricultures. Donc le DTT était effectivement l'alpha et l'oméga du traitement chimique. Mais nous avons dans nos milieux des amis qui peuvent nous aider. Et donc, que ce soit les coléoptères dans le charançon du bananier ou dans d'autres, ou sur les cultures du Bénin, là, en bois à droite, avec des techniques qui sont assez simples, mais on peut effectivement arriver à préserver les systèmes. Et je vais juste vous en donner un exemple à partir d'un système de culture que le CIRAD a développé et continue à développer pour la culture de banane aux Antilles, et qui aujourd'hui fait qu'on est dans un système de culture avec plantes de couverture qui a diminué, pour le coup, en 10 ans. Nous sommes arrivés à diminuer de 50% à l'exploitation aujourd'hui, de 70% en situation expérimentale, l'utilisation de produits phytosanitaires sur les bananes. Et nous avons l'ambition avec la profession bananière de monter à 75%. L'objectif de la banane bio, entre guillemets, s'il ne pleut pas trop là où on la cultive, est un objectif aujourd'hui que techniquement et agricolement parlant, on peut atteindre. Et là où vous avez des systèmes de culture pour la banane, je ne vais pas faire la publicité de la banane Chiquita, mais quand même on peut le savoir, la banane qui nous vient du Costa Rica, eh bien cette banane, elle subit en gros 50 traitements phytosanitaires par an et par avion. 50 traitements. Aujourd'hui aux Antilles, il faut que vous sachiez que les bananes que vous achetez sont des bananes qui n'ont subi que 5 traitements. 10 fois moins. Il en reste encore 5, et on travaille à cela, mais c'est 10 fois moins. Et donc c'est important parce que, pour le coup, pour arriver à ce résultat-là, eh bien, on a utilisé des systèmes de culture qui sont particuliers, c'est-à-dire qu'on plante des plantes de couverture qui délivrent des services à la fois en termes de protection des cultures et en termes de couvert végétal, et qui permettent alors, avec la première, le Silocenthes, on le plante au début quand la bananeraie n'a pas encore poussé, et elle croise vite et elle protège du soleil, et puis après on plante des impatients, parce que là pour le coup sous l'ombrage, elle se développe parfaitement bien. Et donc on adapte ainsi le système de couverture du sol à la culture, et ça permet effectivement d'obtenir pour le coup un système annuel de développement de la bananeraie qui utilise les qualités des plantes, qui permet de limiter substantiellement l'utilisation de produits phytosanitaires, parce que le charançon du bananier n'aime pas du tout ces plantes de couverture, et il adopte et il accueille d'autres ennemis et des charançons qui permettent de lutter contre les charançons. Et puis les plantes de couverture ont aussi un effet positif sur les nématodes, qui sont effectivement un grand problème dans la bananeraie. Et donc avec ces systèmes de culture-là, eh bien, on est arrivé à des résultats substantiels. Alors, quelques mots sur ce qu'il faut pour arriver à réussir ces transitions partout dans le monde et au service des agriculteurs et des populations. Donc, la transition agroécologique, vous l'avez compris et j'ai insisté, elle dépend étroitement du contexte local. La localisation est importante, et donc la science, l'agronomie qui reste effectivement une science des milieux, est encore plus que jamais une science des milieux différents et contextuels. Il n'y a pas de paquet technique de prêt-à-porter en la matière. Il faut, dans chaque contexte, dans chaque situation, travailler auprès des acteurs et puis développer des systèmes adaptés à leur situation. Et ils doivent, ces systèmes, combiner les savoirs scientifiques les plus avérés avec les savoirs traditionnels. Les agriculteurs ont une pratique et un savoir et une gestion des milieux qu'il faut écouter, parce qu'ils savent bien plus de choses dans certaines configurations que nous-mêmes les découvrons à travers l'activité scientifique. Et puis, il faut s'appuyer sur les systèmes locaux d'innovation et d'apprentissage, parce que de toute façon, il ne suffit pas de concevoir en champ ou en laboratoire ou en bureau des systèmes plus performants, encore faut-il que les agriculteurs les adaptent et les mettent en place. Et donc, bon, beaucoup de fronts de sciences et de biologie, écologie, donc il va nous falloir, pour faire tout ça, beaucoup de sciences. Encore plus de sciences que jamais, et encore plus d'innovation. Donc nous avons beaucoup de travail sur cette question de la performance multiple, et puis
sur des nouvelles pratiques de la science qui fassent que nous travaillons plus en relation avec les acteurs. On le fait déjà beaucoup dans le milieu agricole, hein. On a des relations qui sont très fortes les uns et les autres, l'INRA et le CIRAD, avec les professions, mais c'est une dimension qu'il faut effectivement développer, et les recherches participatives doivent y tenir, en termes de pratiques scientifiques, une place de plus en plus importante. Juste ce petit diagramme pour illustrer cette nécessité de la recherche participative. Pour le coup, vous avez là un schéma qui dit que, en France, on a en gros un chercheur pour 100 producteurs. En Afrique, vous en avez 1 pour 100 000. Voilà, vous avez un facteur 1000. Et donc, là où il y a plein d'intermédiaires et de médiations entre la science et l'agriculteur dans nos systèmes, avec les instituts techniques, les chambres d'agriculture, l'encadrement technique de l'agriculture, et qui permet une diffusion du progrès technique qui se fait le long de la chaîne des acteurs. Là, quand vous êtes en Afrique, en général, le chercheur, il travaille au bord du champ avec l'agriculteur, et c'est dans le dialogue direct que doit se faire le transfert d'innovation. Ça n'est pas tout à fait le même système d'innovation, et ça suppose d'autres pratiques de la science. Enfin, pour terminer, donc, vous dire un mot de l'exceptionnel potentiel de la région en recherche agronomique pour traiter de ces questions-là, de ces voies d'intensification des agricultures et du développement de l'agroécologie. Donc c'est vrai que la région Occitanie, entre le dispositif languedocien et le dispositif toulousain, a un potentiel à travers les implantations d'abord du CIRAD et de l'INRA, mais aussi d'autres acteurs. Et je vais y insister parce que, pour le coup, les écoles de l'enseignement supérieur agronomique et agricole, il y en a évidemment à Montpellier, il y en a à Toulouse, mais aussi les autres établissements de recherche. Les relations avec le CNRS en matière de biologie sont fortes, et à Montpellier et à Toulouse, et aussi, de plus en plus, la relation avec l'université qui doit se développer et se renforcer. Donc, si vous me permettez, juste un tout petit mot du CIRAD, parce que tout le monde ne sait peut-être pas directement ce qu'est le CIRAD. Donc, comme je l'ai dit en introduction, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, donc une mission de recherche et de coopération avec les pays du Sud. Vous voyez là les 6 items de ce que sont notre activité scientifique, donc un établissement de 1700 personnes, qui a comme caractéristique, pour le coup, de pratiquer la coopération avec les pays du Sud. Et donc, nous avons comme caractéristique d'expatrier des chercheurs. On a 200 chercheurs qui travaillent en permanence dans les institutions des pays du Sud, parce que notre métier, c'est à la fois de produire de la connaissance et de l'innovation, comme toute organisation de recherche, et nous essayons de le faire au meilleur standard et au meilleur niveau, mais c'est aussi de produire du partenariat de long terme. Parce que pour développer avec ces pays, et dans ces contextes et avec ces institutions, développer les agricultures au service des populations, ça suppose souvent, parce qu'on est en situation de compétition et de déséquilibre de développement, ça suppose un accompagnement et une aide que le CIRAD apporte à travers des chercheurs qui travaillent dans les institutions, et qui sont là implantés à côté de leurs collègues, qui partagent le meilleur et le moins meilleur de la vie quotidienne dans ces situations, dans ces contrées. Et donc c'est important parce que 200 chercheurs, ça veut dire 50 chercheurs qui travaillent en Amérique latine, une centaine qui travaillent en permanence en Afrique, et une cinquantaine qui travaillent en Asie. Et donc ce qui fait du CIRAD une organisation que je ne peux pas qualifier de mondiale, mais en tout cas une organisation qui est dans le monde des agricultures du monde, pour essayer de les comprendre et de les accompagner. Et pour ce faire, nous avons inventé avec nos partenaires ce qu'on appelle des dispositifs en partenariat, qui sont en fait des plateformes partenariales dans lesquelles on fait de l'animation et de la programmation scientifique ensemble, et elles sont thématisées. Vous avez là la liste. Vous voyez que principalement c'est l'Afrique qui est évidemment notre cible et notre terrain d'activité, mais qu'il y en a aussi en Asie insulaire et en Asie du Sud-Est, et puis qu'il y en a en Amérique latine. Et à travers cela, le CIRAD est membre évidemment de ces 21 dispositifs en partenariat. Et ces 21 dispositifs agrègent 250 institutions de recherche, d'enseignement supérieur, de filières professionnelles, de ministères, d'acteurs privés qui sur ces thématiques sont intéressés. Et nous sommes au centre, au cœur de ce réseau de 250 institutions qui nous permettent d'être, encore une fois, dans le monde, localement implantés, auprès des acteurs, dans la compréhension des situations qui sont celles qu'ils ont affrontées, et pour trouver avec eux les solutions correspondant à leurs attentes et à leurs besoins. Alors, du côté de l'INRA, j'ai repris quelques diagrammes que nous a fournis, et c'est pour dire que le dispositif entre Montpellier et Toulouse de l'INRA est un dispositif qui est, au niveau national, très important. C'est en gros, alors 19%, c'est 20%, maintenant c'est un peu plus, Michel, hein, on est quasiment au quart des effectifs de l'INRA qui sont entre les deux centres. Et ce qui est important, c'est que cette place, donc substantielle des dispositifs de recherche de l'INRA à Toulouse et à Montpellier, elle a une couverture thématique et scientifique globale. Tous les départements scientifiques de l'INRA sont représentés. Et donc, toute la palette de l'activité scientifique est implantée en région pour, avec les équipes et avec les acteurs, travailler au développement des activités scientifiques au bénéfice
des agricultures, alors d'abord métropolitaines évidemment, méditerranéennes aussi pour beaucoup, et du monde. Et donc ce dispositif en plus très complémentaire au plan scientifique entre le CIRAD et l'INRA, il a en plus comme caractéristique, à travers la particularité de la place de Montpellier qui est le site en France et en Europe où la connaissance des agricultures méditerranéennes et tropicales est la plus forte, avec une implantation d'institutions évidemment comme le CIRAD, mais aussi comme l'IRD présente à Montpellier, et d'autres organisations très tournées vers la coopération internationale. Nous sommes donc implantés sur nos territoires, attentifs au développement de ces agricultures, accompagnant la dynamique agricole, mais aussi dans une posture de se projeter au monde pour faire que ce que nous trouvons ici et ce que nous développons ici servent aussi les autres. Et de ce point de vue-là, la valence de Montpellier est une valence internationale dans le champ de l'agriculture et de l'environnement, que nous essayons d'ailleurs de valoriser avec nos partenaires universitaires du site de Montpellier, à travers un projet qu'on va déposer, qu'on redépose aux investissements d'avenir sur l'appel IDEX, en espérant que nous allons enfin triompher et faire de Montpellier, obtenir pour Montpellier la reconnaissance d'être cette plateforme internationale. En tout cas, la région Occitanie dispose en matière agricole, à travers l'INRA et le CIRAD, mais aussi à travers les écoles de l'enseignement supérieur agronomique et en termes de formation, d'un potentiel de recherche, d'innovation et de développement qui est un potentiel relativement unique. En tout cas, c'est un des tout premiers au niveau national, avec probablement ce qui se fait en Ile-de-France. Ici, il y a le deuxième. Voilà, donc je vais en rester là. Ce diagramme un peu compliqué qui montre la diversité de ce que sont les unités de recherche présentes sur le site de Montpellier, mais qui montre surtout que l'agronomie est évidemment une science de l'intégration, c'est une science des localités, mais c'est une science de l'intégration, et on travaille à la fois sur les questions agricoles, en intégrant des savoirs qui viennent de la connaissance des milieux, des ressources naturelles et de l'environnement, et que tout ça fait l'agronomie de demain et les agricultures du futur. Merci de votre attention.